Qu'est-ce que vous reprendriez ces mots, Monsieur Ecal? Moi, personnellement, je ne parlerai pas de limite d'insincérité parce que, comme je l'ai dit, pour moi, l'insincérité au sens du Conseil constitutionnel, elle suppose, comme beaucoup de délits d'ailleurs, en matière pénale quasiment, elle suppose un élément d'intentionnalité. Je ne sais pas quelle était l'intention. Je n'étais pas dans le bureau du ministre de l'économie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Lorsque le travail que nous avons fait avec le comité d'experts n'avait pas pour objet de répondre à cette question, nous avons essayé de travailler sur les méthodes, hein, d'où les mesures là, que j'ai citées dans mon exposé liminaire. Elles sont assez largement celles que propose ce comité d'experts, mais donc nous n'avons pas cherché à savoir, ce qui relève plutôt d'ailleurs de votre assemblée, hein, savoir quelle était la part du politique et du technique. Il y a un peu des deux. Voilà, moi, je pense que c'est plutôt du technique que du politique, mais je ne suis pas en capacité de parler d'insincérité. Merci beaucoup. Un mot sur les recettes, parce que hier, nous avons auditionné la Banque de France et M. Garnier nous disait il y a un écart à la prévision sur les recettes qui est évidemment lié à l'écart de prévision macroéconomique, mais l'essentiel est lié à la transcription de la macroéconomie en recettes. C'est-à-dire qu'à macroéconomie inchangée, on peut avoir des compositions de recettes différentes en fonction de chaque impôt. J'ai vu que vous aviez travaillé notamment sur la question de la TVA. Est-ce que vous faites vôtre cette analyse? Est-ce que vous considérez que les questions de composition de croissance et les questions de comportement des acteurs sont aussi clés dans les erreurs de prévision qui nous occupent? Oui, je pense qu'en fait, la prévision de croissance du PIB pour 2023 et 2024 n'a pas été anormalement erronée. On est dans surtout justement dans le contexte assez inédit de chocs successifs dans un sens et dans l'autre. Donc le problème ne vient pas de là. Il vient en partie en effet de la composition de cette croissance entre consommation, échange extérieur, etc. Mais il vient aussi et surtout en effet de la traduction en termes de croissance des recettes à législation constante de ce scénario macroéconomique. Alors croissance des recettes à législation constante, on oublie souvent l'impact des mesures nouvelles. Je pense qu'il y a un problème sur le chiffrage des mesures nouvelles. D'ailleurs, il y en a une qui a quand même qui n'explique pas en fait l'erreur entre le projet de loi de finances pour 2023 et le résultat de 2023, parce qu'elle a été passée par amendement au cours de la loi de finances. C'est la contribution sur les rentes inframarginales. On a quand même fait une erreur de 15 milliards d'euros, ou 13, ou je ne sais plus, enfin, ou 11, bon, enfin, c'était quand même énorme. Voilà, donc il y a sur le chiffrage des mesures nouvelles, je pense que, et le problème c'est que bien souvent celle-là, bon, on l'a revue parce qu'elle était quand même énorme, mais beaucoup de mesures nouvelles sont chiffrées et avec un chiffrage qui est présenté dans le rapport économique et financier et dans les exposés des motifs des mesures, mais après c'est jamais revu. Et il n'y a pas de série historique des mesures nouvelles. Il n'y a pas de série de croissance des impôts à législation constante. Il n'y en a qu'une seule, en fait, qui a été utilisée, qui permet après de montrer quelle a été l'évolution de l'élasticité des prélèvements obligatoires à législation constante. Cette série, en fait, j'en suis à l'origine. Je l'ai faite parce que j'ai reconstitué moi-même, il y a une dizaine d'années, à partir d'informations très hétéroclites, une croissance à législation constante des prélèvements obligatoires, d'où une élasticité. Et ce que j'ai fait a été repris par le Haut Conseil, d'où un graphique que vous allez retrouver partout, mais donc je revendique, pour une part, la paternité. J'ai eu beaucoup de mal. Je ne suis pas du tout sûr que ce graphique, ces prélèvements obligatoires, soit vraiment fiable, parce que j'ai eu beaucoup de mal, parce que ça n'existe pas. Donc je pense qu'il y a un problème aussi, là, sur lequel il faudrait se pencher. Donc il y a les mesures nouvelles, puis après, il y a à législation inchangée, la croissance des prélèvements obligatoires. On a fait des erreurs. Là,
un des membres que vous allez d'ailleurs auditionner, si je crois bien demain, Laurent Bach, a publié il y a 2 jours un papier très intéressant sur l'évolution de la TVA au cours des dernières années, qui montre que la TVA, pour la prévoir, depuis toujours, la direction du Trésor, je faisais déjà ça à l'époque, il y a 30 ans, on utilise un agrégat de la comptabilité, tiré de la comptabilité nationale, qu'on appelle les emplois taxables, dans lesquels il y a grosso modo 60% de consommation des ménages, 20% d'investissement en logement et 20% de reste, ce qui correspond aux rémanences de TVA. Ce que montre le travail de Laurent Bach, c'est que ça colle assez mal avec l'évolution de la TVA sur ces 3-4 dernières années. Alors, sans doute, c'est là où je dis il faudrait revoir sur le passé la corrélation entre la TVA et cet agrégat. Peut-être qu'il faut changer la formule de cet agrégat. C'est peut-être plus 60% de consommation des ménages. Maintenant, c'est peut-être 65%. Enfin, voilà, il faut revoir ce genre de choses. Et puis, peut-être voir s'il n'y a pas d'autres agrégats. Laurent Bach propose des importations. Moi, j'y crois pas trop, mais bon, on peut essayer. Enfin, voir s'il y a d'autres agrégats qui sont mieux corrélés avec la TVA. Et puis, il reste des comportements. Ce que montre le travail de Laurent Bach aussi, c'est qu'il y a une bonne partie de l'erreur qui vient des remboursements de TVA. Remboursement de TVA, ça peut venir des comportements des entreprises, mais aussi de l'administration. Il met en avant surtout le comportement des entreprises qui serait lié à des problèmes, au taux d'intérêt, à l'intérêt plus ou moins grand des entreprises de demander plus ou moins vite des remboursements. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi le comportement de l'administration. Les remboursements, les délais de remboursement de TVA, ça dépend des procédures de contrôle des dits remboursements de TVA. Et ces procédures de contrôle, elles peuvent être plus ou moins rapides. Pendant la crise de 2020, elles ont été rapides, parce qu'il fallait rembourser assez vite pour améliorer la trésorerie des entreprises. Puis après, on a durci. Voilà, donc il y a aussi des coups d'accordéon aussi qui viennent de l'administration elle-même. Et ça, seule la DGFiP le sait et est capable de le mesurer. Question un peu plus macro. Est-ce que vous auriez une décomposition de l'écart d'1,7 entre 4,4 et 5,1 ? Est-ce que vous avez fait ce travail ? Parce que vous avez évoqué les grandes masses, mais est-ce que vous en avez la décomposition ? La réponse est non. Je n'ai pas eu le temps ni les moyens. Après, il existe. Donc, je signalais qu'il y a 3 jours, le Trésor a publié un document qui est public, qui est une forme de retour d'expérience sur les prévisions de 2023-2024. Il y a une décomposition. C'est celle que le Trésor nous a présentée d'ailleurs au comité d'experts il y a 1 mois et demi. On a trouvé qu'elle était... Enfin, on ne l'a pas critiquée. Hein. On a trouvé que c'était une bonne base. Merci beaucoup. Hier, la Banque de France nous a fait la proposition d'un mécanisme de précaution sur les recettes, consistant à dire en cas de recettes supérieures à ce qui est escompté, on met en réserve pour partie, sans évidemment parler de cagnotte. Ce fonds est susceptible d'alimenter les moindres recettes les années où celles-ci sont inférieures à la prévision. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? C'est une idée qui revient souvent, en fait, qui sous des formes diverses, notamment d'un fonds de régulation, d'un fonds conjoncturel. L'idée que voilà, quand la conjoncture est bonne, il faut garder une partie des recettes, les mettre dans un fonds qu'on utilise après lorsque la conjoncture est mauvaise. Enfin, il y a beaucoup d'idées autour de ça. Ce sont des bonnes idées. Je dirais, c'est des bonnes idées qui sont relativement faciles à mettre en œuvre en régime normal. Lorsqu'on a une situation des finances publiques, je dirais, qui n'est pas spécialement dégradée, avec un déficit public qui est pas trop, qui est, je dirais, satisfaisant. C'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre quand on a un déficit public très dégradé, qu'on se donne, pour de bonnes raisons d'ailleurs, hein, des objectifs ambitieux de réduction de ce déficit, parce qu'il n'y a plus tellement de marge pour mettre en place, par exemple, dans le budget de l'État, une provision exceptionnelle ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus... Voilà, c'est une bonne idée en temps normal, mais c'est beaucoup plus compliqué par temps difficile.
Dernière question, parce que je n'ai pas bien compris quelle était votre position sur l'externalisation des prévisions. Je comprends que vous n'êtes pas favorable à une externalisation totale de la prévision, mais que vous êtes plutôt favorable au scénario dégradé évoqué par Pierre Moscovici, c'est-à-dire que le gouvernement conserve une marge de manœuvre, mais est chargé de s'en expliquer auprès d'un HCFP au pouvoir renforcé et du Parlement au pouvoir renforcé, si je comprends bien. Vous avez bien compris, mais ce qui me semble très important, c'est de distinguer les prévisions pour l'année en cours et l'année suivante, celles qu'on trouve, enfin, qui sont associées au projet de loi de finances, et les prévisions pour les années au-delà, dans le moyen terme. Ce que vous venez de dire là, en effet, c'est ce que j'ai dit, ça correspond à ce que je pense souhaitable pour les prévisions pour l'année en cours et l'année suivante. Le problème est totalement différent pour les prévisions de moyen terme. Un programme de stabilité, je peux vous expliquer comment on construit un programme de stabilité. Un programme de stabilité ou une loi de programmation à moyen terme, vous commencez la recette, c'est vous commencez à prendre une croissance potentielle un peu optimiste, comme dirait le Haut Conseil, mais pas trop, parce qu'il ne faut quand même pas que ça se voit trop. Ensuite, vous prenez une croissance du PIB en volume qui permet au PIB de rejoindre ce que les économistes appellent son potentiel. Ensuite, vous prenez une croissance des prix qui se stabilise au niveau cible de la Banque centrale européenne, un peu en dessous de 2%. Donc ça vous donne une croissance des PIB en valeur. Vous appliquez une élasticité de 1, donc ça vous donne l'évolution des recettes. Et ensuite, vous calculez la croissance des dépenses qui permet d'arriver à votre objectif de déficit. Il n'y a rien derrière. C'est totalement normatif. Et si jamais c'est vraiment totalement irréaliste, vous pouvez ajouter un soupçon de mesures nouvelles, fiscales nouvelles, que vous ne documentez pas, qui permet de remonter un peu le taux des prélèvements obligatoires. La première loi de programmation des finances publiques en 1993, d'orientation à l'époque, on disait, elle tenait sur un fichier Excel d'une dizaine de lignes. Bon, depuis, c'est beaucoup plus complexe, parce que la Commission européenne demande beaucoup plus d'informations. Donc il faut décomposer tout ça, il faut distinguer, voilà. Mais la construction, la recette de base, elle est toujours la même. Or, et donc ça donne en fait une prévision de moyen terme qui n'a jamais été respectée en France, qui est vraiment, pour moi, politique. Or, je sais, parce que je l'ai fait, je sais, j'ai vu quand j'ai fait des audits des finances publiques, et c'est connu que la direction du budget et la direction du Trésor font des projections de moyen terme techniques, dans lesquelles, à politique inchangée, dans lesquelles on ne suppose pas qu'on va prendre des mesures qui vont permettre d'économies. Voilà. Donc ces prévisions, elles existent, elles sont très utiles, et je pense qu'il faut arriver à trouver le moyen, en effet, de les externaliser. Elles n'ont jamais été publiées. La dernière fois qu'elles ont été publiées, je pense que c'était moi qui les faisais, c'était en 94-95. À l'époque, on les transmettait au Sénat, à la délégation de la planification du Sénat. Elles étaient publiées par le Sénat. Et puis, jusqu'au jour où le ministre de l'économie a découvert que ces prévisions à moyen terme à politique inchangée, elles ne conduisaient pas à un déficit public de 3% du PIB en 97. C'était fâcheux. Donc depuis, on ne le fait plus. Mais ça, je pense que voilà, ces prévisions à moyen terme, je pense qu'il est nécessaire de les externaliser. Et donc, qu'elles soient placées, je ne sais pas d'un point de vue institutionnel comment, mais là, je donnerais un pouvoir beaucoup plus important à un tiers de confiance, comme disait Pierre Moscovici, qui pourrait être lui-même. Oui, et je le revendique pour l'Assemblée aussi. L'Assemblée, voilà. C'est bon, Mathieu ? Oui. Merci. Monsieur Le Thioux.